messieurs, dames, avons-nous trouvé aujourd'hui, en la personne de Kristen Cole, l'arriviste Golemont ultime? Je ne sais pas si vraiment on peut parler de ça. Comment quelqu'un d'aussi peu concerné, d'aussi benet et d'aussi euh, Kristen Cole finalement, c'est-à-dire bonjour, tu as à peu près zéro prestance et en termes de vision de guerre, tu es à peu près proche du néant. Comment cet homme a-t-il pu, dans cet épisode, gravir autant d'échelons sociaux au point d'en arriver quand même à être la main du roi et s'envoyer Allison dans les dernières minutes de l'épisode? C'est du génie à ce niveau-là, c'est d'une prouesse. Bonjour à toutes et à tous ceux qui regardent cette vidéo en direct et ceux qui la regarderont ensuite sur YouTube en rediffusion. House of the Dragon, épisode 2, saison 2. Très 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 bon épisode, il y a beaucoup de choses évidemment à décrypter et on parlera aussi de ce que je qualifie moi du Dumb and Dumber, hein, pour ceux qui ont la référence de la logique militaire, c'est-à-dire Aegon Targaryen et Kristen Cole. Ils vont nous faire un petit peu nos belles heures, à mon avis, sur cet épisode. Encore est-il que ce bonhomme qui est juste là, c'est mon MVP de l'épisode. Voilà, je vous le dis. L'acting du comédien qui joue Aegon, je l'ai trouvé exceptionnel. C'est même celui qui m'a le plus surpris dans énormément de nuances et de jeux d'acteurs différents. On savait que Rhaenyra était superbe, on savait que Daemon était très fort aussi. Je parle même pas d'Otto Hightower et puis de tout un tas de protagonistes. Alicent aussi qui est superbe. Il y a une scène notamment où elle est bourrée de névrose et vraiment d'amertume dans un moment où elle prend un bain où j'ai trouvé vraiment que d'un point de vue physique et au niveau des rectus du visage, elle était merveilleuse. Mais c'est vrai que l'acting d'Aegon Targaryen était exceptionnel dans cet épisode. On est donc là pour parler de l'épisode 2 de House of the Dragon. Et la première information que j'ai quand même envie de citer, parce que c'est une information, je pense, à citer, c'est que l'épisode dure 1h10. C'est long. Je ne sais pas quelle est la moyenne des épisodes de House of the Dragon et la moyenne des épisodes de Game of Thrones en règle générale, mais voilà, on est déjà dans une première information. L'épisode durait 1h09 exactement, mon Mike. Et alors autant dire 1h10, mais c'est déjà une très longue période. 1h10, 1h14, c'est ouais, c'est limite taille de long métrage relativement court, hein, oui, mais c'est déjà arrivé des longs métrages d'1h10, 1h15. Mais c'est un épisode qui est assez long. Preuve que la série gagne vraiment en narration, gagne en richesse, qu'il y a énormément de choses à développer. Et 1h10 qui passe très vite parce qu'effectivement, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Tant, moi, il y a trois choses qui m'ont marqué dans l'épisode au global, évidemment, avant de revenir point par point sur l'épisode en règle générale. C'est la qualité narrative sur cette continuité de guérilla, cette continuité de vengeance et puis de non-vengeance et de comment un petit peu agencer, manipuler le peuple et comment réussir à tourner le peuple pour un tel ou un tel. Évidemment, là, c'est plutôt pro-Egon et anti-Rhaenyra, mais on voit très rapidement que ça va aller dans, dans un autre contexte. C'est aussi le génie militaire qui est développé là-dedans, au-delà du deuil, au-delà du drame et au-delà de la mort du fils d'Aegon Targaryen. C'est beaucoup le génie militaire qui est questionné ici, notamment avec ceux qui sont capables de prendre des vraies bonnes décisions pour le peuple et des décisions intelligentes. Et lui, et Aegon Targaryen et Kristen Cole, bah, qui ont à peu près le QI d'une moule, hein, c'est-à-dire à un moment donné, voilà, il faut que je me fasse aimer du peuple, donc du coup je vais faire un génocide sur toutes les personnes qui chassent des rats. Je suis sûr de tomber sur celui que j'ai fini par flinguer, hein. Bon, en revanche, ça fera ouais, une bonne trentaine de victimes innocentes, mais c'est pas grave. Le but, c'est que les gens m'adorent, et je suis sûr qu'effectivement, avec toutes les mamans, les veuves, les enfants qui ont perdu leur père, c'est bien, ça commence bien. Eh, Cole, t'as pas une idée là? Ouais, ouais, si, je vais envoyer un jumeau là, tuer Rhaenyra, ça va marcher ça. Ah ouais, c'est certain, puis en plus, c'est vrai que ça va pas du tout accentuer la guerre, hein, si jamais il se plante. Non, non, c'est une bonne idée. Vas-y, continue, super Cole. Eh, t'es ma main du roi, frérot, je t'adore. On va évidemment parler de tout ça. Une pensée pour le chien qui a perdu son maître. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose dans la mesure où le chien était juste là pour se prendre une méga golden dans la gueule quand même, hein, dans le premier épisode. Donc dédicace à lui, si tu nous regardes, tu es libre et c'est mieux pour toi. Va au gré du vent, mon Rook. Je l'appelle Rook, j'aime bien appeler les chiens Rook. Vas-y mon Rook, au gré du vent. Le monde maintenant de Westeros t'appartient. Donc il y a effectivement toute cette narration-là qui m'a plu. Je vais l'envoyer seul surtout. Ouais, ouais, parce que s'il est seul, ça ira.
C'est pas du tout c'est pas du tout un suicide, hein. Je t'envoie vers la gloire. Qu'est-ce que tu veux, il peut pas dire non de toute façon l'autre, hein, mais. Ah bah après, vous allez voir que j'ai une nuance là-dessus quand même. C'est, je pense que le move est pas trop con. C'est à l'heure actuelle le pire chose à faire, par contre. On peut en parler maintenant, mais non, on en parlera après. On fera point par point. Donc il y a donc la narration. Les deux autres points qui m'ont énormément euh, marqué dans l'épisode, moi, c'est la bande originale. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que Ramin Djawadi est omniprésent dans la première moitié de l'épisode, notamment sur la marche funèbre, etc., avec le gamin qui est montré au peuple, et puis même avant et après, où on accentue énormément la musique en même temps que la réalisation, sur des gros plans, sur des plans même parfois semi-ralentis, où on insiste vraiment sur les regards des personnages. C'est des trucs qu'on voit assez peu finalement, ça, dans Game of Thrones et House of the Dragon. Des plans presque limite, on dirait ralentis, où tu juges sur voilà, quelqu'un en larmes, et puis des regards complètement perdus, désœuvrés. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était énorme. Et là, effectivement, moi, j'ai trouvé que la bande originale, alors c'est surtout dans la première partie de l'épisode, hein, il dure 1h10, c'est dans la première demi-heure, j'ai envie de vous dire, mais il n'empêche qu'elle m'a profondément marqué. J'ai trouvé que Ramin Djawadi était omniprésent dans cette première demi-heure et extrêmement puissant dans voilà, ce qu'il avait à proposer, les accords au violon, etc., qui étaient, je trouve, assez somptueux, et qui, justement, allaient à la perfection avec notamment la scène des funérailles, qui est la plus importante. Et le troisième point, c'est la direction d'acteur. Alors, c'est les acteurs et la direction d'acteurs. Ça, on va revenir, à mon avis, beaucoup aussi au sein de cette review. Mais alors là, un tel casting, à l'exception de Kristen Cole, mais j'ai quand même envie de vous dire que Kristen Cole, eh ben, il joue le mec mou du genou et puis complètement couillon, mais s'il le joue comme ça, il le joue bien parce que tu as envie de lui mettre des gifles. Et je pense que l'acteur le joue comme si à un moment donné, voilà, il jouait le mec qui devait se prendre des gifles par le spectateur parce qu'il est complètement imbuvable. Donc finalement, s'il le joue comme ça, il le joue très bien aussi. Tout le casting est merveilleux. C'est là, globalement, t'atteins un niveau où il y avait Rhaenyra et un peu seul sur Terre, hein, la semaine dernière. Mais alors là, Rhaenyra, Aegon, Otto, oh là 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 là, le duel et le face-à-face, le dialogue entre Otto Hightower et Aegon, c'est du très 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 haut niveau en termes de performance d'acteur et même de puissance de dialogue, de la manière dont Otto va lui dire ses quatre vérités, etc. Et où on a vraiment un cheminement très très fort sur qu'est-ce que véritablement être un roi, pourquoi t'es arrivé ici, etc. Pourquoi t'en es à ce mouvement-là et pourquoi tu fais tout de travers et les rouages en fait de qu'est-ce qu'un bon roi aujourd'hui. Otto, ouais, lui aussi, il peut être pas mal détestable la plupart du temps. Et comment ça va, ma Sophie? Qui est dans le chat, comment ça va? Et bienvenue à tous, hein, évidemment. Le Thibaut qui est là aussi, qui vient d'arriver, je crois, ou qui est peut-être là depuis un petit moment. Le Kézard aussi qui est là pour ce petit live Maison des Dragons. Mais non, 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 ils ont emmené un level d'acting. Otto qui passe moi personnellement, hein, Otto qui passe de personnage, lui aussi très manipulateur, assez imbuvable, à finalement en quelques épisodes génie militaire et génie politique qui dit les vraies choses et qui se retrouve dans cet épisode peut-être même le plus humain de tous, même si on sent la roublardise de vouloir accuser Rhaenyra par la suite, hein, tu sens que le mec est pas perdu, mais enfin c'est exactement, ouais, c'est très très fort. Pareil pour Aemond, qui a pas beaucoup de séquences, mais on retrouve dans un truc qu'on n'aurait pas imaginé du tout. On va commencer en parlant de ce bon vieux Aegon Targaryen, parce que c'est vrai que dans les notes que j'ai prises, moi, il y avait des choses que j'avais trouvées intéressantes. Est-ce que vous vous souvenez de la première réaction qu'a eu Aegon au moment où il a appris que son fils était mort? Est-ce que vous vous souvenez de la première phrase qu'il dit? Parce que moi, c'est un truc qui m'a plutôt marqué quand même, et qui va être possiblement opposé à ce qu'on dira à la fin par rapport au dernier plan d'Aegon Targaryen. Mais il y a un truc que j'ai trouvé pareil dans les systèmes de nuances, un truc assez intéressant. C'est effectivement comme dit Preach, les premières phrases qu'il dit, c'est pas oh merde, mon fils est mort, oh là là, je suis triste, j'ai du chagrin, mon fils est mort, etc. La première chose qu'il dit, c'est on ose me défier moi. J'ai noté, il me déclare la guerre à moi, au roi, et ce que lui pleure, c'est pas son fils, c'est sa descendance. Je trouve qu'il y a un rapport qui est très intéressant là-dedans et qui est très Game of Thronien, hein.
c'est-à-dire qui est très aussi évidemment porté sur la royauté, c'est que là, globalement, on arrive à, on arrive à un stade où lui dit je suis le roi, comment ils osent me faire ça? On pleure pas tant que ça la perte d'un enfant, on pleure pas tant que ça le fait que sa femme soit ultra endeuillée et qu'on le voit hein, quand elle fait la marche les funérailles, la marche funèbre, là on voit à quel point elle est pas bien. Il y a que Alicent finalement qui est là d'un point de vue humain pour essayer de l'accompagner là-dedans, lui non. Euh, Et alors lui voilà, son objectif c'est uniquement de se dire on ose m'attaquer moi. Et la construction d'Egon est hyper intéressante puisque la semaine dernière, on est passé d'un mec, bon, tu veux tes chèvres, allez, récupère tes chèvres ou tes vaches, ou je sais pas, tu veux 10 chèvres, je te donne 5 vaches avec, j'en ai rien à foutre. À quelqu'un qui était là pour se bourrer la gueule, à finalement Egon qui se considère génie militaire qui veut du sang. Il y avait une autre phrase aussi qui était intéressante vis-à-vis de Egon. Où est-elle? Je l'avais noté. Voilà, c'est Egon, j'avais noté Egon versus la politique. Egon, il veut du sang, alors que Otto, il veut faire les choses bien. À un moment donné, je crois que Otto dit une phrase du style moi, je veux des lettres. Egon lui répond moi, je veux pas des lettres, je veux du sang. Alors, le mot, c'est pas des lettres exactes, mais en gros, Otto lui disait moi, ce que je veux, c'est entre guillemets que ça se règle de la manière la plus pacifique possible, et pour nous et pour le peuple, qu'on essaie de démêler un petit peu ça et qu'on fasse parler la justice et la politique. Tout ce que je veux, de l'encre, voilà, c'est ça. Je veux répandre du sang, pas de l'encre, voilà, c'est de l'encre. Alors que Otto, lui, voulait répondre par l'encre, c'est-à-dire par la diplomatie, par le texte, par la parole, par le débat. Egon, lui, il veut du sang. Sauf qu'Egon, il est con comme une huître. Ah, c'est aussi un problème. C'est que Egon, on l'a vu dans la saison 1, les tendances viol, là, relativement allumées, et on sent que il n'est pas tout seul dans le cerveau. Mais guidé, c'est pas un Geoffrey Baratheon qui est ingérable et inguidable. Egon, à la limite, guidé, il peut potentiellement, il est suffisamment naïf et suffisamment idiot. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, je trouve que Egon est beaucoup plus idiot que Geoffrey. Geoffrey, Baratheon, il en tenait une couche aussi, mais malheureusement, il était relativement malin, ce qui le rendait d'autant plus dangereux. Je trouve que Egon, lui, il est un peu plus simplet, un peu plus naïf, ce qui fait que du coup, il peut avoir tendance à être guidé. Tant mieux, tant qu'il y a un Otto, ben Otto le dit, hein. De toute façon, lui, il faut le guider, Egon, parce que sinon, c'est un danger public. Donc lui, il peut être guidé. Tant qu'il était guidé, ça allait. Là, il n'était pas guidé, et on voit le génie militaire qui est d'Egon, où on a dû lui dire bah alors en fait, c'est un chasseur de rats hein, qui a tué ton gosse. Tu veux faire quoi? Oh bah tuez-les tous. Puis pendez-les, hein, tant qu'à faire. Bah, ah ouais, non, comme ça les gens ils vont m'aimer, hein, c'est... Parce qu'on était quand même, et c'était justement ça qui était intéressant, c'était sur les premières phrases du début de l'épisode, où on avait quand même Otto qui voulait profiter de ce drame-là. Donc c'était là aussi le génie d'Otto et le génie de la narration, parce que effectivement c'est hyper intéressant là-dessus, mais Otto, il voulait profiter du drame pour monter justement la haine du peuple contre Rhaenyra, en faisant en sorte que Rhaenyra, elle prenne tout dans la gueule, et que ce soit la faute de Rhaenyra, et que, par conséquent, le peuple se retrouve aux côtés d'Aegon. Il fallait faire en sorte que Aegon, ce soit le roi endeuillé, traumatisé, avec la femme aussi endeuillée, etc., et que lui en sorte plus fort, et que finalement, voilà, l'objectif principal, c'était que le peuple retrouve de l'amour pour lui, parce que le peuple, en fait, Aegon, il le considère comme un faible. Il y a une phrase qui est très drôle, c'est à un moment donné Aegon qui dit ouais, vas-y, j'en ai marre et tout, je veux pas que les gens ils me considèrent comme un faible. T'as Otto, il dit ah, mais c'est déjà le cas, ça. Vraiment, le mec, il a zéro filtre. Non, non, mais ça, enfin, ils le savent que t'es un guignol, ça c'est mort, hein, ça ils savent que t'es faible. Hein. Non, 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 vraiment, t'es un golemon. Hein. Ils sont au courant, hein. J'essaie de te sauver la mise, mon frère. Hein. Ils le savent que t'es idiot. Hein. Cette phrase-là, elle m'a tué de rire. Si tu mettais la musique du Wasted de GTA derrière, c'était exceptionnel. Mais il a raison. Et le problème, c'est que Aegon, bah, à un moment donné, son objectif, c'est de faire ça. Il a un truc à faire. C'est essayer d'être un petit peu diplomate et se laisser guider et voilà, mettre le peuple contre Rhaenyra. Et lui, il bute tout le monde. Mais alors, ça suffit pas, il les pend aussi. Ce qui fait qu'il le dit. À un moment donné, Otto, il le dit très bien. Toutes les mères, tous les enfants, toutes les grands-mères, tous sont endeuillés, voient leur mari, leur fils, leurs proches, leur père être là, pendus,
Et tout ce qu'il fallait pas faire, ce qui fait que maintenant la haine contre Rhaenyra, ils l'ont plus, c'est toi qui vises. Un maestro. Un véritable génie. Puis alors, c'est vraiment... Cette scène-là, je l'ai trouvée incroyable. Et merci mon Dylan pour le Prime. 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup pour mon Dylan Alien pour le Prime, ça fait plaisir. Otto, c'est le plus intelligent de tous, c'est très loin. Ah bah largement, largement. Génie, tantôt diplomatique, tantôt machiavélique. Hein, parce que quand tu vois ce qu'il fait contre Rhaenyra, c'est quand même... Mettre ça sur la tronche de Rhaenyra parce qu'il sait que c'est le plus intelligent à faire, c'est quand même quelque chose. Mais toute cette séquence-là, alors ça se divise en deux, hein, mais le coup de sang d'Aegon, ouais, c'est moi le roi, mais ils osent faire ça au roi, machin, etc. Vraiment brut de décoffrage, en mode j'en ai rien à foutre, qui en découle sur... Je sais pas ce que vous en avez pensé, pour moi, c'est l'une des meilleures scènes de... Il y a 2 scènes dans cet épisode qui sont pour moi 2 des meilleures scènes actuellement dans tout ce qu'a fait House of the Dragon. C'est la scène entre Rhaenyra et Daemon, on y reviendra, et c'est la scène entre Otto et Aegon. La scène entre Otto et Aegon, que ce soit en mise en place en termes de réalisation de la tension, des dialogues, de la mise en scène des dialogues aussi, parce que ça c'est important aussi de bien réaliser, bien mettre en scène les dialogues, du jeu et de ce qui est dit. La scène entre Aegon et Otto, avec Otto qui se fait destituer, j'étais scotché en mode ah ouais, c'est le grand Game of Thrones, ça quand même. Ça c'est vraiment ouais, c'est de très 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 haut niveau en termes de séquence. C'est voilà. C'est et donc du coup, t'en arrives là et tu te dis putain, mais tout, il fait tout à l'envers quoi. Il fait tout à l'envers. Et t'as des phrases que peut lui dire Otto, c'est vraiment t'es un guignol. T'es un guignol, t'as été mis là, t'as même pas idée de pourquoi Viserys t'a réellement mis là, tu n'es rien, tu ne sais pas commander, t'es un idiot, tu vas regretter ce que tu fais. Et on en arrive quand même à un stade, dites-vous, parce que là on commence à préparer les théories, les guerres et le futur. On en arrive à un stade là où à Port-Réal, sur le trône de fer, t'as Aegon Targaryen, sa main du roi, c'est Criston Cole. C'est comme si tu te disais, viens, on reconstitue l'équipe de France. Ouais, pas de problème, on met qui sur le trône? Raymond Domenech, tu veux qui en main du roi? Je sais pas, Atem Ben Arfa. C'est le même, c'est... On est dans le... Voilà, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce qui... Ouah, tu te dis, oh là 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 là, c'est... Enfin, il a raison, Otto Hightower, de se barrer. Il a raison, qu'est-ce qui va rester ici? C'est une catastrophe. Toutes les scènes sont exceptionnelles dans l'épisode, sauf peut-être la toute dernière, parce que fuck Criston Cole. Moi, j'avoue que j'ai un peu de... dès que ça parle d'Alicent, il y a toujours un petit peu de jalousie, donc je suis pas objectif. Mais, mais c'est que le pire, c'est qu'à un moment donné, t'en es à un stade où c'est... Et alors ça, c'est criant de vérité, parce qu'on parle beaucoup, en ce moment en plus, période de législative, d'européenne, etc., on parle de plus en plus de politique, de ceci, de cela. Comme disait Alan Grant, c'est la survivance du plus stupide. Ça existe depuis la nuit des temps, malheureusement. Prenez le film Gladiator, par exemple, avec Commode. C'est la survivance du plus stupide, du plus lâche et du plus arrogant. Qui est là parce qu'à un moment donné, il a la possibilité d'être là, mais qui est un idiot notoire, sans aucun fondement propre et sans aucune idée de comment manager. On a mis sur le devant de la scène l'exemple de Criston Cole est hyper intéressant parce que c'est vraiment un laquais. Alors oui, on l'avait dit la semaine dernière et vous aviez raison, il est quand même, c'est quoi, c'est le patron de la garde, je crois, ou un truc dans ce délire-là. Enfin, il a quand même un poste de confiance, mais humainement parlant et dans ce que lui est, c'est un laquais, c'est un larbin. Enfin, je veux dire, il est pris pour un con depuis le début et c'est une beuteux. C'est une beuteux, disons les choses clairement, c'est-à-dire que c'est un larbin au service des reines en provenance et qui bouffe à tous les râteliers. Survivance du plus stupide, politiquement parlant, cet homme est aujourd'hui main du roi. C'est aussi indécent que c'est brillant. Parce que qu'est-ce que ça nous raconte à nous, spectateurs? C'est que effectivement, les gentils finissent derniers, les gentils Viserys meurent les premiers, et on arrive à un stade où le chaos est total et où sur le trône, on va avoir les prémices d'un chaos. Parce que Aegon Targaryen, c'est clairement les prémices d'un chaos.
Et ce qui est le plus drôle, c'est peut-être la séquence finale. Moi, je serais curieux de savoir, vous l'avez interprété, les larmes d'Aegon Targaryen à la fin, comment vous les avez interprétées? Parce que moi, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, parce que c'est tout un pan de l'histoire qui est important, hein. Là, on parle de tout ce qui est autour de la trame d'Aegon, Otto, Alicent, etc. On voit qu'il y a énormément d'amertume, énormément de rancœur, énormément de douleur, etc., qui est réel. Mais alors, le constat fait que tout est parti en couille, que tout a été fait de travers, et que là où, effectivement, c'est triste, mais que la mort de l'enfant était un drame dont ils pouvaient se servir pour justement annihiler leurs opposants. Alors moi, je suis plutôt Team Rhaenyra, mais là, on parle réel. Qui était un drame qui aurait pu servir pour niquer l'opposition et pour les réaffirmer en tant que roi autoritaire et souverain ultime, tout est parti en couille parce que Aegon et, dans une moindre mesure, Cole sont des totals incompétents. Il est désolé de ce qu'il a fait et ce qu'il va faire, les larmes de Aegon. Quand il chiale à la fin, je pense qu'il prend conscience qu'en réalité, il est faible, bête et n'est pas la stature d'un roi. Pour moi, il se fait submerger par la pression, il est dépassé par la situation. Bah moi, je suis d'accord avec vous trois. Je pense que c'est exactement, je pense que c'est exactement ça. Pour moi, les larmes d'Aegon à la fin, c'est intéressant déjà parce que malgré tout, on termine avec une pointe d'empathie. Et quand on voit tout ce qui s'est passé tout au long de l'épisode, et quand on voit les colères, les trucs, etc., réussir à provoquer de l'empathie, on en parlait pour le Homelander dans The Boys, avoir de l'empathie pour un mec comme ça, c'est quand même relativement surréaliste. Et pourtant, ils y arrivent parce qu'ils ont cette nuance dans House of the Dragon d'un bon scénario et d'une bonne narration pour permettre ça, ce qui n'était pas le cas pendant 1h08 avant. Moi, je pense que Aegon, il y a trois choses vraiment qui le tuent. C'est que là, il prend conscience en fait qu'il n'a pas les épaules et que c'est beaucoup trop compliqué et qu'il a merdé. Je pense qu'il prend conscience peut-être aussi qu'il a tué des innocents, etc. et qu'il a merdé et qu'il a été dans une gestion catastrophique et qu'il a jeté Otto et que maintenant il se retrouve seul. Parce qu'il y a peut-être le contre-coup du merde, en fait, Otto, heureusement qu'il était là. Et je pense qu'il prend il a tout ce qu'il avait dans la gueule et toute la pression, et il le prend tout dans la tronche. Je pense qu'il prend aussi dans la gueule le fait que c'est quelqu'un qui manque énormément d'amour parce que Alicent ne va pas le voir. Ça, c'est une image forte aussi. Je pense qu'on peut quand même considérer que peut-être il a manqué d'amour et d'éducation dans sa vie et que là, il prend conscience que il a fait la même chose avec son gamin et que là, maintenant, il se rend compte que le gamin est mort. Donc, il prend ça aussi dans la tranche. Et il prend dans la tronche le fait que personne ne l'aime et qu'il est lâche, faible et qu'il n'a pas la stature d'un roi. Voilà. À mon avis, il est submergé par tout ça. Et le tout fait que, voilà, il a des émotions qui le ressurgissent et il a surtout pas envie qu'on le voit. Mais là où je suis d'accord avec Johan, c'est que oui, on peut avoir à un moment donné de l'empathie pour Aegon parce qu'on sent que c'est un gamin qui est paumé. Je le disais tout à l'heure, mais c'est un gamin, il est perdu. Il pleure comme un gamin perdu, tout lui retombe dessus. Je sais pas quel âge il a. Dites-moi dans le chat si vous savez au niveau du lore quel âge il a à ce moment-là. Il a quoi 16 ans, 18 ans, 20 ans maximum. Ah, c'est un gosse. Combien il a 20, 22 ans. C'est un gosse. Une vingtaine d'années. Il a 3 ans et demi. Hein. C'est-à-dire qu'ici il est mytho. Mais non, mais il doit avoir une vingtaine d'années. Mais oui. Et pas 26, 27. Hein. Il doit avoir 20, 21 ans, 22 ans. Je sais pas. Dites-moi dans le chat s'il y en a qui le savent au niveau du lore des bouquins. Mais c'est un gamin. Et là, il prend tout dans la gueule. Évidemment, il prend tout dans la gueule parce que oui, il était pas du tout prêt à prendre tout ça dans la tronche et réussir d'un point de vue de mise en scène justement à faire cette narration-là d'un tel personnage, c'est très fort parce que fallait réussir à donner de l'empathie d'un branquignol pareil. Hein. Et puis l'acting, c'est trop fort. Plus d'empathie pour Aegon que pour Joffrey. Oui, parce que c'est des personnages radicalement différents. Aegon et Joffrey sont radicalement différents. Pour moi, c'est pas du tout les mêmes personnages. Joffrey, c'est un enculé de fils à maman. Vraiment, hein. C'est un mec, il en a rien à branler, il fait ce qu'il veut, il laisse faire Tywin parce que, oh voilà, il se fout de la gueule de tout le monde, il utilise son autorité, machin. C'est un putain de fils à maman que tout lui est mis dans une cuillère en argent dans la bouche depuis toujours, etc. Aegon, c'est encore différent.
Parce que Aegon, tu sens que son pouvoir, il l'utilise pas dès le départ, tu vois. Il essaye de faire des choses bien. Aegon est plutôt faible et naïf. Joffrey est volontairement vicieux, sournois et vraiment fils à maman. Et doté d'un ego surdimensionné. Il n'est pas naïf du tout, Joffrey. Il est juste stupide. Mais alors qu'Aegon est encore plus stupide et naïf. Alors, c'est plus différent, quoi. Puis il est pas fait pour être roi, c'est exactement ça, ouais. Il est perdu, il veut faire le bien dans l'épisode précédent, puis il perd son fils, il veut tuer tout le monde, il prend des décisions catastrophiques. Bah, à l'emporte-pièce. C'est genre, j'ai une émotion, je prends une décision. Il se sépare de son meilleur conseiller pour prendre un clown à la place, un bordel général dans sa tête. Ouais, et puis jeunesse, voilà, on nous dit, il a 22 ans à ce moment-là. 22 ans, t'es un gamin. T'es un gamin. À 22 ans, 22 ans, il a, putain, il a l'âge d'aller au rancho et de faire l'hélicotub, quoi. Mais il a pas l'âge d'être roi, tu vois. Dédicace au rancho, évidemment, pour tous les Royanais qui regarderont cette vidéo. Mais non, ouais, c'est une catastrophe. Et puis, comme dit Thibaut, moi, je pense la même chose. Je pense que c'est quelqu'un qui a manqué d'amour. Alicent, c'est une bonne stratège, c'est une bonne manipulatrice. Hein, les chiens font pas des chats, mais je pense pas forcément que ce soit une bonne mère. Loin de là. Rhaenyra est une bonne mère. Euh... Alors, ils couchent tous ensemble, les Targaryens, donc j'ai pas la mémoire des noms, hein, mais comme c'est vrai, enfin c'est un bordel. Comment ils s'appellent les deux personnages? Il y en a un, c'est l'Afro-américain qui, enfin l'Afro-américain, c'est pour que vous le resituez physiquement, qui gère, je crois, tout ce qui est maritime, et il a une femme blonde avec lui. Alors je me souviens plus comment ils s'appellent eux, mais eux aussi, humainement parlant, ils sont au-dessus de la moyenne. Eux agissent avec humanité. Eux sont de bons parents. Eux, ils ont été capables de montrer. Mais Vélarion. Ah ouais, peut-être. Peut-être, ouais. Je sais qu'à un moment donné, il y a un jeu de regard entre cette nana-là, doit avoir une cinquantaine d'années, et Daemon. Tu sais, quand ils sont tous sur le... ils sont tous en train de discuter, et justement, tout le monde dit que Rhaenyra a été accusée à tort. Et à un moment donné, cette nana-là, elle regarde Daemon, et Daemon, il a un sourire, et on sent que la nana, elle a capté que c'est Daemon, en fait, qui a fait le délire. Je sais plus comment il s'appelle. Mais en tout cas, eux, on sent que... bah voilà, c'est des personnages humains, et c'est des gens bons. C'est des bons parents. Comme Viserys, c'était un très bon père. Alors que Alicent, non, c'est une bonne stratège, une bonne manipulatrice. C'était- Je pose la question dans le chat, mais pour vous, quelle est la raison qui motive Alicent à coucher avec Cole à la fin? C'est l'envie de sexe, bête et méchant. C'est la notion du pouvoir, où maintenant Cole, il a du pouvoir, et du coup, main du roi, c'est peut-être un peu plus légitime. Est-ce qu'elle est véritablement amoureuse de Cole? Comment tu peux... Ah, putain. Est-ce que c'est simplement par côté beau gosse détestable, ce qui fait que du coup, il y a une alchimie physique? L'envie, comme dit Pritch, bah, ce que je disais avant, hein, de manipulation. Leur perte par rapport à Rhaenyra. Ah, ça, je suis même pas sûr que ça rentre en compte. Parce que ça, elle aurait pu prendre... Ouais, non, je suis pas sûr que ça rentre en compte, ça. Il y a un peu de manipulation. Viserys, bon père, oui, juste avec Rhaenyra. Avec les autres, non, je trouve. Ah, ça dépend. Ça dépend. On a plus eu de visée aussi sur Rhaenyra, donc c'est peut-être pour ça qu'on pense comme ça. Garder son influence sur la main du roi, plus envie de sexe. Ouais, peut-être plus oui, moi je pense que c'est le côté manipulation et garder une main sur le pouvoir. Je pense qu'elle sent que Aegon lui échappe, donc il faut trouver un autre moyen de garder Aegon sous contrôle, donc elle va essayer de manipuler sa main. Ouais, c'est possible. Hein. Ouais, ouais, moi je voyais ça comme ça. Vraiment garder une main sur le pouvoir, garder une main sur le trône, une main sur Aegon, un peu à voile et à vapeur. Mais ouais, non, très fort hein, en termes de narration. Alors on peut en parler de Kristen Cole parce que Kristen Cole, il se dit, écoute, j'ai une idée, je vais prendre un mec, je vais l'envoyer tout seul parce qu'en fait, je sais que son jumeau, il est là-bas pour tuer Rhaenyra. Voilà. Je t'envoie pas du tout à la mort. C'est la grandeur. Hein. C'est là-bas. Voilà. Pour moi, il y a deux poids, deux mesures. Euh,
et merci pour les détails, mon Sebou et mon Flaco, ouais, pour le match. Donc, du coup, Donnarumma arrête un péno, mais peu de temps après, Modric ouvre le score. Donc, but pour la Croatie face à l'Italie en plus. Ah oui. Ah, putain, oui, ça pourrait changer totalement la phase de la poule. Modric, comme quoi, hein, pas loin de 40 balais, hein, fort. Hein. Mais donc, du coup, oui, il y va tout seul. Pour moi, il y a deux poids, deux mesures. Tu l'envoies seul, de ma manière dont moi je vois le truc. Je pense, comme Johan, moi je pense qu'il l'envoie à la mort, que ça se fasse. En fait, c'est pour ça que c'est d'autant plus con. Je pense qu'il l'envoie à la mort et que le résultat final, tant mieux si ça marche, mais c'est surtout pour envoyer l'autre à la mort, ce qui est zéro, parce que si t'envoies juste un mec se faire buter, sachant que ça va se savoir, et qu'en plus ils vont savoir que ça vient de là-bas et qu'il y a un autre attentat à l'arène, tu vas faire que animer les braises, etc. C'est une catastrophe, donc c'est catastrophique. Maintenant, si on avait eu un mec malin, je vous donne mon avis. Envoyer un mec qui est un jumeau directement là-bas pour assassiner la reine. Ni vu ni connu, je t'embrouille, t'y vas tout seul, ça prête moins à l'œil que si vous êtes une petite cargaison de 4-5 mecs. C'est plus facile aussi pour bah voilà, s'éclipser ou se planquer si jamais son jumeau est là. Et puis potentiellement, il était à ça de réussir. Donc je trouve pas que l'idée soit mauvaise sur le fond. C'est la forme qui est catastrophique. Parce que justement, la forme, c'est tu fais ça uniquement parce que le mec, t'as envie qu'il y reste. Il y a le gamin qui vient de mourir, tu vas juste attiser des braises. Tu sais qu'il a aucune chance d'y arriver dans l'état actuel des choses, étant donné que globalement, eh ben, c'est ultra gardé comme endroit. C'est certainement pas le moment parce qu'on est à ça d'une guerre. Et au final, le mec qui meurt, les gens vont savoir d'où ça vient. Et tout ce que ça va faire, c'est que tu vas encore plus attiser la colère de l'opposant. Donc sur la forme, tu te dis, enfin oui, sur la forme plutôt, tu te dis un mec comme ça, machin, ça aurait pu marcher, puis c'est pas foncièrement idiot dans une autre configuration, mais dans la configuration actuelle sur le fond, c'est la pire chose du monde. Et ça prouve aussi un truc qui est quand même énorme, c'est que Cole, c'est la dernière des salopes. Parce que le mec, il faisait pas son taf, il était peinard en train de dormir. Est-ce qu'on peut lui en vouloir ou quoi si c'était un tour de garde? On peut jamais imaginer que l'enfant va se faire couper la tête en même temps. Voilà, faut redonner à Cole ce qui appartient à Cole. Mais il n'empêche qu'il n'était pas présent et il va rejeter la faute sur les autres. Ça, en termes de leadership, c'est zéro. C'est genre, ah ouais, exactement ce que fait Egon. C'est exactement ce que fait Egon. Egon fait la même chose. La seule chose que fait Egon, c'est renvoyer la faute à Kristen Cole. Parce qu'il est vénère. Du coup, que fait Kristen Cole? Parce qu'il est complètement idiot. Et bah, il va aller rejeter la faute sur un autre qui avait rien demandé. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il n'a pas envie d'avoir la responsabilité de son échec. Et il l'envoie à la mort pour ça, parce que l'autre a pu lui parler un peu, lui répondre un peu, et puis lui dire, bah écoute mec, t'es un charlot. PTDR, il dormait pas, Valou, il baisait Alicent. Ah putain, oui. Ah oui, alors oui, si, c'est vrai. C'était dans la même chronologie? C'est-à-dire, ah oui, ça, j'avais pas calculé. Au moment où je voyais pas la temporalité, je la voyais pas. Mais si, mais c'est pour ça que dit Allison dit par rapport à ce que t'as vu la nuit dernière. Elle dit ça justement je crois que c'est à sa fille. Non, c'est pas à sa fille. Enfin, à la femme de Egon. Elle lui dit ah oui, oui, mais à propos. Ah d'accord, oui. Bah, je voyais là, j'avais eu mention des deux scènes, mais j'avais pas la temporalité quand ils l'ont dit. Oui, donc ça veut dire que sous prétexte qu'il est en train de cartouche Allison, bah il est. Ah oui, donc si, bah c'est encore pire. Ça veut dire qu'il est en train de cartouche Allison, pardon. Donc il n'est pas là pour monter la garde. Donc c'est de sa faute. Donc il rejette la faute sur un autre. Donc il l'envoie à la mort. Il est pas là parce qu'il couchait avec Alicent. Donc Cole, c'est encore plus un enculé. Ah oui, oui, d'accord. Non, oui, c'est qu'effectivement, moi, je voyais pas cette temporalité-là. Je savais qu'il avait couché avec Alicent, mais je pensais que la temporalité était différente. Et puis qu'il avait fait un relevé de garde, et puis qu'il était parti prendre son repos, bah, comme une garde qui s'achève, quoi. C'est aussi sa fille. Egon est le fils d'Alicent, et sa femme, c'est aussi la fille d'Alicent. Ce qui fait qu'il est marié à sa sœur. Oh là 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 là. C'est tous des alas, putain.
Vous savez quoi? C'est l'inverse qui m'aurait étonné. c'est vraiment l'inverse qui m'aurait étonné, moi. C'est vraiment... Oh là 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 là, putain. Après, tu t'étonnes qu'on ait que des petits Geoffrey tout le temps partout. Le pire, c'est que je m'en doutais. Parce que j'étais... En fait, la gamine, là, j'étais convaincu que c'était la fille d'Alicent. Mais étant donné que j'ai pas vu la saison 1 depuis longtemps, je voulais pas dire de conneries et j'étais en mode, mais je ne sais plus. Attends, c'est sa femme. Ce serait possible que ce soit sa sœur, mais est-ce que ça l'est vraiment? Ah ouais. Après, bon, est-ce qu'on peut juger? Non, moi j'ai vécu à Tourcoing pendant longtemps. Non, 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 moi-même, voilà, personne n'est parfait. Bon, mais les cousinades, c'est le mec qui pète un câble. Non, non, mais ouais, ouais, c'est très Targaryen, c'est bien. Bon, tu me diras, Jon Snow, enfin, il est demi-Targaryen aussi, il n'a pas pu s'empêcher, hein. Mais c'est bien masturbé tout ça. Les Lannister sont des petits joueurs à côté. Ah oui, 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 non, mais eux, attends, franchement, petite lignée comparée aux Targaryens. Je voudrais poser une question dans le chat quand même, mais les Targaryens, il y a une lignée pure ou pas? Il y a un Targaryen qui, a priori, n'a pas de sang de la même famille, du style mes parents ou mes grands-parents ou ma tante et mon oncle, ils n'ont pas couché ensemble. Ça existe du côté des Targaryens ou c'est vraiment genre toute la lignée, elle est de consanguins? Mec, ils kennent tous ensemble. C'est une catastrophe. C'est important de le dire, ça, quand vous regardez, hein. C'est qu'au final, il n'y a pas un mec. Il n'y a pas un. Alors, tu peux pas faire plus pur, hein, d'un autre côté, en termes de sang, hein, parce que c'est hallucinant, hein. Alors, t'as une ribambelle de petits bâtards à droite à gauche, parce que de temps en temps, par miracle, ils s'en tapent quelqu'un d'autre, mais sinon, ils sont tous entre eux, hein. Ouais, tu m'étonnes qu'ils soient ravagés, les mecs. Enfin, en tout cas, du coup, Cole, brillant, hein. Et moi, je vous dis, il y a deux poids, deux mesures. T'envoies en période calme, t'envoies un mec seul, où on sait qu'il y a le jumeau. S'il se débrouille bien, il n'était pas loin de la tuer, Rhaenyra. Le plan est pas forcément idiot. Mais à l'heure actuelle, là, maintenant, tout de suite, avec les guerres, les trucs, les machins, les renforts x10 au niveau de Père Dragon, les trucs et tout, c'est la pire idée du monde. Surtout si t'envoies le mec juste pour qu'il se fasse buter, parce qu'il y a les conséquences de cet acte-là qui vont t'arriver dans la gueule. Et ça, Otto, il lui dit, mais vous êtes des neuneux. C'est le même niveau que tuer tous les mecs qui ont des rats. Vous êtes des guignols. Vous êtes des guignols. Le trône de fer est actuellement dirigé par des guignols. Techniquement, le roi actuel n'est pas 100% Targaryen. Il est à demi Hightower. Et c'est un miracle. C'est un miracle. Mais alors, le truc, c'est que du coup, les descendants, enfin, l'héritier aurait été euh, purement. Il aurait été pure souche, hein, puisqu'il couche avec sa sœur. Alors après, oui, t'as Rhaenys Targaryen aussi, ouais, avec un Valérion. Donc t'as pas que, bien vu, Harley, ouais. T'as pas que des consanguins. Moi, quand je disais consanguins, c'est-à-dire, par exemple, on en a un, bah, il est avec une autre femme, mais est-ce que dans la lignée d'avant, les parents ou les grands-parents, ils n'étaient pas consanguins eux-mêmes? Et bah, visiblement, quoi qu'il arrive, même si ça fait des bâtards, les lignées sont pas top, quoi. Il y a eu des couples mère-fils chez les Targaryens, je trouve qu'il manque ça. Oh, c'est glauque. Ça me fait penser à la série Alphonse avec Jean Dujardin, c'est glauque. Ça me choquerait même pas en plus, hein. Ça, je veux dire, hein. Donc ouais, non, c'est tout cet arc-là est très intéressant parce qu'on voit à quel point on va très très loin, quoi. C'est ma femme. Mais non, 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 ouais, c'était un arc que j'ai trouvé très costaud. D'un point de vue justement de cet arc-là, quand même salué, niveau mise en scène, on a salué la séquence entre Otto Hightower et Aegon, le jeu des comédiens, etc. Et même, à un moment donné, la séquence entre Aegon qui pète un plomb avec tous. D'un point de vue de mise en scène, il y a une scène qui est quand même magnifique, c'est les funérailles. On le rappelle, on l'a dit, hein, moi c'est d'un point de vue de réalisation. Alors, ça m'a fait penser, je sais pas vous, mais ça m'a un peu rappelé dans la photographie, dans la manière de filmer, avec la musique, etc. Ça m'a un peu fait penser à la marche de Cersei, la marche de la honte. Un peu. C'est pas du tout la même conception, évidemment, parce que là, le peuple est pro pour la reine et pour la... Enfin, pour la mère et pour la reine, oui, parce que, bah, effectivement, elles ont perdu l'enfant, mais tu sais, le côté, on traverse les rues,
peuplé de villageois, etc., qui sont un peu partout avec une musique assez somptueuse et voilà, une scène qui prend son temps, qui se déroule, où on est vraiment au plus près des corps, au plus près des personnages, juste dans la réal, hein. Juste dans la réal et dans la mise en scène, ça m'a fait penser un peu à ça. C'était une très belle séquence. Et puis oui, on peut quand même considérer, comme le dit Meliodas, à la fin aussi, qu'on a une scène forte en termes de mise en scène que j'ai trouvé intéressante, c'est la bataille des jumeaux. Parce que la bataille des jumeaux fait que à aucun moment on sait lequel peut gagner ou non. On a juste des indices de comment ils discutent. Et on sent que le jumeau, du côté entre guillemets du bien, de Rhaenyra, du côté de Rhaenyra, on peut pas vraiment dire s'il y a un bon ou un mauvais côté, termine par se suicider parce qu'il a tué son frère, quoi. Donc ça donne un côté assez violent et où il y a encore des victimes, où il y a encore des morts, où on voit que Rhaenyra, elle était vraiment inquiète quant à son sort et où on en arrive à énormément de régicides, quoi. Donc c'est assez poétique, ouais, c'est assez poétique, c'était plutôt beau, bien foutu, et ça montre encore une fois qu'en niveau de réalisation, de mise en scène, oh, il y a un plan aussi. Alors si, parce que là on va en parler, on va arriver du côté de Rhaenyra du coup, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Le plan de Daemon Targaryen, qui sort de la grotte avec son dragon, couché du soleil, et qui s'envole avec son dragon. Oh là 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 là. Ah, c'est pas long, hein, mais putain, en termes de photos, d'esthétique et de visuel, ce plan-là, il m'a mis une espèce de claque dans la gueule. Oh là 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 là. Tu le vois sortir là, et puis vraiment clair-obscur avec le. Ça doit être, ouais, soleil levant ou coucher du soleil, on sait pas trop, mais ça a l'air. Enfin, c'est somptueux, l'océan à perte de vue, le. Putain. Oh, tu regardes ça, tu fais ah ouais, visuellement, c'est enfin putain, en termes de réal et puis même d'effets spéciaux, c'est costaud, hein. C'est costaud, hein. Voilà, sortir, puis ouais, métaphoriquement parlant, Thibaut, ouais, sortir de l'obscurité pour se révéler au grand jour après tout ce qu'on a appris, et puis aller vaquer à des occupations assez funestes, ouais, j'ai trouvé ça assez fort. Donc ouais, c'est vrai que c'est un plan qui en dit long aussi en termes de consonance. C'est pas le méchant jumeau qui se suicide. Non, je pense pas, hein. Non, non, parce qu'à un moment donné, je sais que les deux se parlent. Et en vrai, dans la scène, pour moi, les deux se parlent. Et il y en a un qui. Alors, je sais plus comment il lui dit, mais il lui dit je t'aime encore, etc. Tout peut changer. Et moi, ça me fait penser que celui qui dit ça, c'est celui qui finit par tuer l'autre. Non, oui, si, c'est ça, je crois. Je sais plus. C'est lui au moment où il parle. Oui, voilà, donc c'est ça, oui, donc c'est bien ce que j'avais compris. Parce qu'à un moment donné, les deux se parlent et ça te donne une indication sur, en fait, ce que l'un reproche à l'autre. Et par la suite, ils finissent par se tuer. Et pour moi, oui, c'est l'allié de Rhaenyra qui se suicide. Il tue celui qui était venu tuer Rhaenyra et il termine par se suicider. Et moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et ça, on le voit au moment où ils sont tous les deux en train de s'étrangler et qu'il y a une ou deux phrases qui sont prononcées. Les phrases t'indiquent un peu qui est qui à ce moment-là. Ce qui n'était pas le cas avant d'ailleurs, parce que c'est impossible de savoir qui est qui avant, quoi. Les deux sont gentils. Bah oui, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de côté du bien ou du côté négatif. C'est deux personnes qui pensent suivre ce qui est qui pensent suivre leur code de loyauté et leur code d'honneur, hein. Mais bon, dans tous les cas, comme les deux sont morts, il y a à mon avis le côté euh, de- l'élimination du frère qui est peut-être trop forte à supporter, d'où le suicide. On en parlait aussi dans le chat, hein, peut-être la peur de plus pouvoir maintenant pleinement protéger sa reine, et puis la peur peut-être d'avoir échoué aussi. Voilà, hein, c'est peut-être la peur de l'échec, de se dire j'ai pas réussi à vous servir, vous avez été sur le point de vous faire tuer, et c'est de ma faute parce que j'ai manqué de vigilance, en plus à cause de mon frère, de mon sang, donc c'est mon devoir aussi de voilà, hein. Le Je t'aime encore est magnifique malgré qu'il s'entretue. Ouais, c'est très poétique. C'est très poétique, hein.
À noter que les jumeaux dans Goth meurent tout le temps en même temps. Jamie et Cersei, la montagne et le limier, Eric et Arik. Eric et Arik, putain les noms. Eric et Arik. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas faux, ouais. C'est pas faux. En tout cas, dans les personnages principaux. Je sais pas après pour le reste, mais oui, effectivement, dans les personnages principaux, il y en a beaucoup qui meurent en même temps, ouais. Et du coup, bah, toute cette séquence-là nous amène du côté de Rhaenyra et d'Aemond, où on apprend quand même quelque chose. Enfin, il y a quand même une séquence que j'ai trouvée très très forte. C'est la séquence entre euh, Daemon et Rhaenyra, où ils discutent et où on se rend compte donc que Rhaenyra, Rhaenyra, elle est accusée à tort. On essaie de savoir un petit peu ce que ça va donner. Et là, elle comprend en fait que c'est Damon qui est à la faute, que c'était une idée de Damon, etc. On peut parler déjà d'acting. Je trouve que l'acting est superbe. Entre Emma Darcy et Matt Smith, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et voilà, c'est d'une prestance, d'une justesse. Moi, c'est le mot, hein, c'est la justesse. C'est vraiment d'une justesse assez forte dans ce qu'il propose, c'est-à-dire dans la tristesse, dans l'incompréhension, dans le doute. Ça, c'est surtout Rhaenyra, hein, dans le manque de confiance, dans la douleur, dans la colère. Il y a une alchimie de malade. Et Daemon, lui aussi, dans la violence, lui aussi dans la compréhension d'expliquer des choses à Rhaenyra qu'elle ne veut pas comprendre. Et alors, Daemon, quand il se retourne avec son petit sourire, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est le petit sourire. Et malgré tout, il lui reste loyal. On peut pas lui reprocher. Ce qu'a fait Daemon, je crois que c'était un peu dans le dos de Rhaenyra, c'était pas forcément pas à faire parce que ça fout Rhaenyra dans la merde. Mais à un moment donné, il lui est toujours loyal. Lui pense faire les choses qui sont, à ses yeux, bah, les plus intéressantes, les plus intelligentes et les plus loyales pour elle. Il a toujours été loyal pour elle. La preuve, il s'en va pour lever une armée pour elle. Il a toujours été d'une loyauté sans faille. Par contre, ouais, effectivement, bah, il est très brut de pomme, et puis les décisions sont pas toujours les meilleures, même si c'est très intelligent comme mec. Et puis en termes d'insolence et tout, là je me rappellerai toujours de ça. Le plan où Rhaenyra le regarde en mode c'est pas toi, et lui il est là, il s'en cache même pas. Il a le petit sourire, genre ouais, tu vois, genre un peu Gucci miel sucré, tu vois, genre ouais, tu attends tranquille quoi. Mais voilà, comme dit Preach, il a sa vision du truc. Il a la vision de la loyauté, il a la vision de comment il fait les choses. Tu lui feras pas à l'envers. T'as zéro chance de lui faire à l'envers, sinon tu sais ce qui va se passer. Mais alors, qu'est-ce qu'il le joue bien? Qu'est-ce qu'il le joue bien? Il est loyal jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui fonctionne pas comme il faut. Mais c'est une loyauté très particulière parce que lui, il est capable d'aller dans l'extra-violence et dans la vengeance et dans le sang, alors que Rhaenyra, moins, et puis surtout elle, ça la fout dans la merde. Un popular opinion que je disais déjà, la deuxième partie de saison 1, la nouvelle Rhaenyra, l'ancienne. C'est une unpopular opinion, ça? Je préfère vachement Emma Darcy, moi, que l'actrice d'avant. Rhaenyra, là, aujourd'hui, je la préfère vachement, même en tant que personnage et par rapport à la comédienne, je préfère vachement Rhaenyra maintenant qu'avant, moi. Donc je sais pas si c'est tant impopulaire que ça, parce que moi, Emma Darcy, je trouve que c'est peut-être actuellement la meilleure actrice de House of the Dragon avec Matt Smith. Ah, et puis Hightower aussi, enfin Otto Hightower, puis Alicent, puis Aegon, puis tous en fait. Rien que les regards dans la salle du conseil à Dragonstone où il a un sourire quand Rhaenys et Rhaenyra le regardent, c'est au-dessus de l'insolence. Ouais, et puis c'est surtout que ils le savent quoi. T'as pas un milliard d'options différentes. Que ce soit Rhaenys ou Rhaenyra, les deux ont juste à regarder Daemon, elles captent tout de suite. C'est ça qui est incroyable. Fuck Dignity. Ah non, mais enfin, le personnage est merveilleux. J'avais noté, moi, sur Olivia Cook aussi, je vous ai dit, hein, mais l'acting d'Olivia Cook, c'est justement dans une scène où elle est dans la baignoire, toute l'amertume, la douleur, la colère qui en ressort, que je trouve incroyable. Beaucoup de gens bandaient sur l'ancienne Rhaenyra et les gens étaient déçus de la nouvelle, alors que même à l'époque, je la trouvais de loin meilleure. Ouais, non, moi, c'est Rhaenyra. Moi, la Rhaenyra que je préfère, c'est celle d'aujourd'hui, hein.
Ah, je me souviens plutôt bien de la première saison. J'ai eu plus d'impact, plus d'empathie et plus de lien avec le jeu d'Emma Darcy et avec ce qu'elle propose dans les derniers épisodes qu'avec l'ancienne. Après, c'est qu'un avis. Enfin, ça, les deux actrices étaient excellentes. Ça, il n'y a rien à dire, hein. Euh, L'actrice, voilà, comme dit Yaya, hein, l'actrice était super. Il y a pas de, c'est choisir entre deux types de caviar ou deux types de très bon champagne, hein. C'est deux grands crus quoi qu'il arrive, parce que c'est vraiment du haut niveau de jeu. Ben là, j'ai une tendance à préférer Rhaenyra actuelle. Maintenant, reste à savoir ce que ça va donner par la suite, parce que Daemon là est parti pour lever une armée. Rhaenyra, on sait que là, à la fin de l'épisode, on voit le manque de confiance qui s'est établi, hein, entre Rhaenyra et Daemon. On sent qu'il y a encore quand même énormément d'amour, etc., de loyauté. Enfin, tu sais, c'est toujours dans la nuance. C'est pas blanc ou gris avec eux, loin de là, hein, jamais chez les Targaryens. Mais, euh, mais on se demande qui en sort grandi actuellement, parce que là, je trouve que c'est la première fois où il n'y a aucun avantage des deux côtés. Du côté de Rhaenyra, c'est très très compliqué parce qu'on l'accuse de certaines choses et ils sont dans une position assez fragile et on ne sait pas vraiment où Daemon est parti. Enfin, on sait ce qu'il va faire, mais pas combien de temps ça va prendre, etc. Ils sont dans une position très friable. Mais alors les autres, ils ont perdu Otto Hightower, ils sont encore en deuil. La main du roi, c'est Christian Cole. Autant rappeler qu'à mon avis, on n'est pas dans la merde. Les décisions sont pas bonnes. Le peuple, il est à dos. Ce que j'aime bien, c'est que globalement, il y a aucune des deux équipes qui a un avantage tactique. Personne n'a sorti gagnant de l'histoire. Loin de là, hein. Vraiment loin de là, hein. Moi, j'ai aimé aussi que Cole, à un moment donné, quand on sait qu'il a quand même tapé Alicent, etc., et qu'il s'en veut, il y a quand même des phrases où Cole parle d'honneur, de dignité, de pureté et de loyauté pour avoir fait chier la cape de l'autre, hein. Le mec doute de rien. Parler de pureté, de loyauté, de dignité quand tu t'appelles Christian Cole, c'est quand même très fort. Ça va être très bon, Supergirl, vu le réal et le comics dont va s'inspirer le film. C'est qui est à la réal, mon Yaya, de Supergirl? Alors, je connaîtrais peut-être pas le nom, si tu peux me donner deux, trois films qu'il a fait aussi. Je sais pas si t'as vu dans l'épisode, ils ont parlé de Aeron Targaryen, le petit frère de Ténérife, le quatrième enfant du Viris qui possède la danse des dragons. Alors, c'est possible, mon Fabien, mais alors pour le coup, j'ai pas les refs. J'ai pas lu les bouquins, moi vraiment, je m'intéresse que à la série, à la réal, la mise en scène, etc. C'est vrai que pour avoir un point de vue beaucoup plus concret sur les bouquins, c'est mieux d'aller voir les lives du Johan, parce qu'il a la chance d'avoir pris de chez Renault, qui sont beaucoup plus pointilleux. Moi, je suis peut-être plus pointilleux sur les effets de réal, de mise en scène, d'acting, de jeu, de narration pure, de série, mais pour les bouquins, moi, je préfère laisser à Pritch et Renault et Johan l'opportunité d'en parler. Moi, j'ai pas lu les livres, je connais pas du tout le lore. Donc là, pour le coup, cette référence-là, je l'avais pas du tout. Il se lâche sur Eric en lui reprochant tout ce qu'il fait, il se décharge de sa responsabilité. Mais c'est exactement ça, hein. C'est il rejette totalement la faute sur l'autre parce que lui, de toute façon, soit il s'en veut, soit il est trop con pour s'en vouloir et il sait juste que c'était de sa faute et il préfère faire ça. Mais c'est vraiment le summum de la lâcheté, hein. Kristen Cole est le summum de la lâcheté. Mais imagine, quand on voit ce qu'il y avait la saison dernière, imaginez que lui a été main du roi. Putain. Tout ça en étant le toy boy d'Alicent, parce qu'il sera trop con pour se rendre compte qu'Alicent l'use pour rester, avoir une mainmise sur le trône. Il doit bien baiser, hein. Appelons un chat, hein. Kristen Cole, à mon avis, il y avait une petite séance de cuni pas piqué des hannetons, hein, la semaine dernière dans le premier épisode. Bah peut-être qu'il a trois langues. Voilà, je ne vois que ça, hein, je veux dire, c'est probablement quelqu'un de bien, hein, dans le fond des choses, mais Craig Gillespie, le mec qui a fait Cruella et Fright Night. D'accord, ok, ouais. Bon, alors, je connais le réalisateur de nom, pour le coup, j'ai pas vu les films, mais je sais qu'il a une bonne petite répute, donc ouais, pourquoi pas. Sur un projet comme ça, c'est sympa en plus. Johnny Sins dans le cyber, carrément. Non, mais je te jure, hein. Et alors, il y en a un dont on n'a pas parlé, quand même. C'est une scène que j'ai bien appréciée. Étonnamment, on retrouve dans ce qui a l'air le plus d'être un bordel, hein, un Aemond entièrement nu,
voilà, assez timide, qui ne veut pas embrasser quelqu'un en public et qui a l'air de se poser de véritables questions sur l'humanité, sur la vie, d'avoir des doutes, d'avoir des regrets, des remords, et qui se confie. Et là, ah bah, beaucoup de théories, parce que à moi, Tonya, je l'ai vu par contre. Excellent film, moi, Tonya. Je l'ai vu. J'en ai bien entendu parler. J'ai un doute de savoir si je l'ai vu, mais c'était avec Margot Robbie. Il avait été nommé aux Oscars et j'en avais entendu beaucoup de bien. Faudrait que je vois si je l'ai revu, je suis pas sûr. Mais très bon film. Dans tous les cas, ça, je sais qu'il avait eu une très bonne presse. L'acteur de Kristen Cole reçoit des insultes, etc. sur son Insta. Oh non, mais ça me fait penser pareil, au demeuré qui avait envoyé des messages d'insultes au personnage de Jen parce que il avait trahi Rick dans Negan dans la saison, pour Negan dans la saison 8 de Walking Dead. Quand on arrive à ce stade-là, enfin, t'as vraiment des fêlés sur Terre. Mais Aemon, j'ai hâte d'en voir plus parce que le voir pas torturé, mais dans le questionnement, dans l'humanité, dans la réflexion, dans le remords, dans le regret, dans peut-être même dans le repentir, dans ouais, de se poser des questions sur ce qu'il a fait, des choses comme ça. Bah, c'est assez étonnant. Et pour le coup, je trouve que c'est hyper intéressant. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir ça parce que c'est vraiment typiquement le genre de personnage où à un moment donné, on pourrait se poser beaucoup de théories, possibilité pourquoi pas que finalement il ait une rédemption, voilà, qui le fasse changer de camp. Est-ce qu'il y aura l'opposition tant attendue avec Daemon? Est-ce que finalement ça pourrait devenir quelqu'un d'un peu plus raisonnable et raisonné? Jusqu'où pourra-t-il monter dans la hiérarchie? Il y a beaucoup de questionnements. Mais alors c'est vrai que cette scène-là est très courte, puis en plus on le voit, enfin c'est assez révélateur, mais on le voit sans son bandeau. Donc on est encore plus à même de lui. C'est aussi une manière, en termes de mise en scène, de design, de photographie, enfin pas de photographie, mais de mise en scène et de gestion du cadre et du personnage, en termes de direction du personnage, de montrer plus ses fêlures. Le bandeau, on le retire, c'est un peu philosophiquement bah, retirer son armure, retirer son côté péchu pour laisser place justement à l'homme pur, nu. Là, le fait qu'il soit nu aussi, il se met à nu vis-à-vis du spectateur, il se met à nu vis-à-vis des personnages, il se met à nu vis-à-vis de tout, et il retire tout ce qui faisait de lui peut-être un antagoniste pour être, voilà, vierge de tout reproche, et donc pouvoir se poser des questions. Donc voilà, tu rentres dans l'intimité du bonhomme, ouais, tu rentres dans la psyché du gars, et moi j'ai trouvé ça très intéressant. Guerrier très doué, mon stratège, et il monte bagarre, c'est le dernier gros argument des Verts. Ah bah, il faut mieux qu'il reste de son côté, hein, parce que s'il perd Daemon ou Seymon commence à se dire merde, en fait je fais de la merde. Parce que ouais, lui, oui, on le sait. Mais on connaît ça. Le bon stratège, le bon guerrier, le mec ultra viscéral, ultra violent, hardcore, qui monte bagarre, enfin le mec qui en a rien à branler. Mais le voir comme ça, presque fragile, pas faible. Il y a une différence, une très grosse différence entre être un fragile et être un faible. Tu peux être quelqu'un de très fort, mais avoir des fragilités, et tu peux être quelqu'un de faible. Ah, être quelqu'un de faible, t'es faible, t'es faible. T'es faible, t'es faible. Être fragile, ça veut dire que t'as des fêlures, ça n'a rien à voir. En plus, Eamon, c'est même pas quelqu'un de mauvais, donc si lui et Daemon font équipe, on a déjà les gagnants. Ah bah ouais, hein. Tu peux être les deux comme Papy. C'est vrai que Papy est fragile et faible. Oui, mais Papy, il envoie des sons Gucci Miel, sexy miss, tu vois. Donc moi, Papy, je pourrais jamais lui en vouloir. Papy, c'est vrai que bah, c'est un peu comme toi et moi, Soul, hein, finalement. C'est un peu dépotoir de l'humanité, mais il a quelques qualités qui font que, comme toi et moi, on est indiscutable et incommensurable. Euh, voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'humanité pourrait pas faire sans nous, mon Soul. Je te le dis, hein, évidemment, sans fausse modestie. Voilà. Hein. Tiens, petite news série, Ben Mendelsohn sera de retour en Greenwich dans Andor saison 2. Ça, c'est lourd de ouf. C'est lourd. J'ai bien à attendre Andor. Après les séries Star Wars actuelles où on mange pas très très bien, faut être honnête, ça va faire du bien de retourner dans Andor. Surtout dans une série comme ça, avec le retour de protagonistes dans ce style, ouais, ça va envoyer. Il y a un événement du bouquin qui se profile à l'horizon. Aemon va bientôt briller. Théorie d'Aemon et Aemon nique tout le monde et Daemon devient roi, ce qui ne déplaît pas du tout à Aemon.
Faudrait voir, ouais, mais je sais pas. Vous pensez dans le chat que Daemon, il peut trahir Rhaenyra? J'ai quand même tendance à penser, moi, que euh, s'il y a bien une personne que Daemon ne pourra jamais renier, c'est Rhaenyra, hein. Pour que Daemon, à un moment donné, décide d'enculer la planète entière et se mette avec Aemon, faudrait que Rhaenyra meure. Et qu'il n'ait plus aucune fidélité à donner, etc. Et que là, il est à un point de non-retour. Mais même imprévisible, pour moi, il est trop fidèle. Il sera imprévisible dans les choses qu'il fera par loyauté et fidélité, mais il est beaucoup trop fidèle et beaucoup trop loyal pour ce... Non, non, c'est pas possible. Puis même au-delà du sang et de la famille, il est amoureux. C'est la femme qu'il aime depuis on ne sait pas combien de temps. Les deux, on sait qu'ils s'aiment. C'est un amour qui est vrai, dur, violent, mais vrai, authentique. Ce sera impossible d'aller... Démon qui... Mais non, mais alors après, moi j'ai une rumeur. Moi j'ai une rumeur, vous allez me dire ce que vous en pensez dans le chat, je pense qu'elle est à peu près vraie et authentique. Daemon tue Aegon, Cole du coup tue Alicent, et Daemon et Cole couchent ensemble et Cole devient la main de Daemon. Moi je pense que ça va se passer comme ça. Parce que Cole en fait il va voir Daemon, il va faire écoute t'as de beaux yeux, t'es plutôt BG, pour moi Cole il va devenir main du roi et Cole il va coucher avec Daemon. Pour moi c'est ma théorie, hein. Vous allez voir, Cole, il est plus à sa près. Lui, je pense qu'à mon avis, on lui met une loutre sur le trône, il est capable de se faire la loutre, hein, c'est pas grave. Du moment qu'à un moment donné, il peut se placer, il s'en fout. Alors si, non, euh, j'ai une vraie question dont je me rappelle plus. Si, est-ce que pour vous, ce que fait Cole est prémédité, c'est-à-dire il est suffisamment intelligent pour prévoir tout, etc., et il sait qu'il allait en arriver là, ou est-ce que Cole est naïf et stupide, et globalement, c'est un miracle ce qui lui arrive parce que il en est à un stade où toutes les planètes s'alignent parce qu'il est au bon endroit au bon moment et parce qu'en fait, il trouve plus con que lui. On peut se poser la question. Moi, je pense que Cole, pour le moment, je pense qu'il est juste un peu idiot, hein. Je vois pas autre chose. Je vois pas autre chose qui fait que il est au bon endroit au bon moment et c'est un véritable laquais, mais il s'est mis bien, il a suivi le vent. Pour moi, c'est ça, hein. Je pense qu'à aucun moment il a vu qu'il allait être main du roi. À aucun moment il a vu qu'il allait lui arriver tout ça. Il a suivi le vent, c'est une voile, le mec, hein, et globalement il a suivi, ça lui sourit. Et merci mon TDS pour les 400 bits. Merci beaucoup mon TDS, ça fait plaisir. On passe la barre des 71 000 bits pour le Beats Goal. On est encore là une petite dizaine de minutes. Le Beats Goal est toujours là évidemment pour ceux qui sont en direct. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est la dernière semaine pour avoir justement le live de 24 heures au mois de septembre avec plein de bonnes choses. On parlera évidemment de Game of Thrones puisqu'on fera mon top acteur, top série, etc. Il y aura pas mal de bonnes choses, donc on reparlera des acteurs de Game of Thrones et aussi de House of the Dragon, parce que possible qu'il y en ait qui soient dans mon top 64 personnages. Ça, c'est si il y aura du Elden Ring, il y aura du Walking Dead Destinies, il y aura des invités, tout un tas de choses. C'est juste en dessous, au niveau du Beats Goal. Si le Beats Goal est atteint à la fin de la semaine, comme c'était le Beats Goal du mois, il y aura live de 24 heures, le premier de la chaîne Twitch, à la rentrée, aux alentours du premier ou du deuxième week-end de septembre. Au final, Cole est un bon politique, il retourne sa veste toujours au bon moment. Et si on veut, oui, mais on sait même pas si vraiment c'est de la politique. Je pense que c'est juste vraiment lui. Il retourne même pas sa veste. Il est la veste. Il est la veste. Top 64 personnages de série ou Goth ou Foufou. Non, je vais faire un top 64 de mes personnages de série culte et un top 64 de mes séries cultes. Dans les prochaines semaines ou potentiellement dans mon live de 24 heures. Et donc du coup, dans mon top 64 de personnages de série culte, il y aura forcément 4-5 personnages qui seront issus de Game of Thrones. Désolé pour le retard, j'ai rattrapé les 2 premiers épisodes car j'avais revu la première saison. Ça marche pour TDS, pas de souci. Alors globalement, qu'est-ce que t'as pensé des 2 épisodes? Perso, pour l'instant, je préfère le début d'House of the Dragon que celui de Goth. Ouais, alors c'est différent. Le début d'House of the Dragon a un avantage considérable qui est, on sait déjà là où on met les pieds. Parce qu'on a déjà eu la série mère, donc c'est plus simple d'arriver dans un spin-off que dans une série principale qui démarre. Série principale qui démarre, il y a tout à construire. Là, on sait, et eux savent aussi sur quoi ils peuvent miser, etc. Donc
difficile de comparer le début d'House of the Dragon et Game of Thrones, puisque les enjeux sont pas du tout les mêmes. Je sais pas si le budget est le même. J'aurais tendance à dire qu'House of the Dragon coûte peut-être un petit peu plus cher que les débuts de Game of Thrones. Faudrait regardez si, dans le chat si on a les budgets. Genre la saison 1 et la saison 2 de Game of Thrones, combien est-ce qu'elles coûtaient par rapport à House of the Dragon? Mais j'ai tendance à me dire que House of the Dragon coûte peut-être un petit peu plus cher. Quand même un peu plus d'effets spéciaux, un peu plus de séquences d'action que dans les 2 premières saisons de Game of Thrones, du moins. C'est assez incomparable. Je sais pas si tu es au courant, mais Martin, l'écrivain de House of the Dragon et de GOT, a participé à la création de Elden Ring. Oui, si, ça j'étais au courant, ouais. Ouais. Bah, bonne pioche, pardon. J'attends encore plus chaque épisode de House of the Dragon saison 2 que les épisodes de GOT à l'époque. Je suis le seul. Je pense le fait d'avoir déjà eu GOT en une saison. Je pense le fait d'avoir déjà eu GOT et une saison de House of the Dragon joue beaucoup. C'est possible aussi, oui. Après, GOT saison 1, 15 millions. Épisode House of the Dragon saison 1, 20 millions. Ah bah oui, donc voilà. Donc voilà, forcément. Il y a un écart qui est considérable. Mais non, oui, ça joue forcément un peu. Mais moi, l'attente qu'il y avait sur la. Alors, il y a aussi, Johan, le fait de se dire, on a tous pas mal été déçus de la saison 8 de Game of Thrones. Ça, je pense que c'est acté. Le fait qu'on ait été déçus de ça s'ajoute peut-être au fait de se dire, ah, House of the Dragon revient avec un tel niveau là, que bah, en vrai, c'est un putain d'Eldorado. Là où la saison 8 de GOT avait un peu été décriée pour la narration et les choix scénaristiques. Mais il faut quand même reconnaître, Johan, à l'époque de la saison 8 de Game of Thrones, j'avais jamais connu un truc comme ça. De ma vie, de critiques, films, séries, d'analystes et de vidéastes, et même avant, il y a eu 3 trucs. Hein. Oh, ouais, trois. Pour moi, j'en ai même connu 2. Hein. Il y a eu l'épisode où Negan tue vous savez qui, saison 7, épisode 1, et la saison 8 de Game of Thrones. Mais la saison 8 de Game of Thrones a des années-lumière. En termes d'attente, de hype, je dis pas en termes de résultats, je dis en termes d'attente, de hype, de ci, de ça, etc. Je crois qu'on n'a rien fait d'aussi interplanétaire que Game of Thrones. Fallait voir les vues, enfin, genre, même pour nous les vidéastes, c'était surréaliste. Les vues que ça faisait, je faisais à l'époque 100 000 vues en 24 heures. C'était du jamais vu. J'étais en tendance toutes les semaines. Alors c'était vraiment là l'époque 2018, 2019, 2020 sur ma chaîne. C'était vraiment l'époque gros prime de ma chaîne. Et là, ouais, il y avait à peu près tout qui marchait. Il y avait le Covid en même temps, mais même avant le Covid et tout, il y avait tout qui marchait à peu près bien. Walking Dead, Game of Thrones. C'était du 100 000 vues par vidéo en 24 heures, 6 semaines de suite. Engouement planétaire, tout le monde en parle, les théories, les trucs, les machins. Euh, Moi, je trouve qu'il n'y a rien eu de supérieur à ça. House of the Dragon, pour moi, n'est pas supérieur à ça. Par contre, House of the Dragon est autrement supérieur en termes de... House of the Dragon est autrement supérieur en termes de qualité que la saison 8 de GOT, en termes de qualité, d'écriture, etc. Et puis de traitement narratif, d'acting, de réalisation. C'est une pépite. Ça revient justement à l'époque du Game of Thrones, un petit peu plus, entre guillemets, intimiste, politique, etc., on adorait. Le Covid a tué la moitié de tes abonnés. Même pas, le COVID à l'époque, c'est là où ça marchait le mieux. C'est à l'époque du Covid, j'ai passé les 100K. Bah, le Covid, si. C'était à l'époque des lives où on faisait nos premiers tier lists, les trucs et tout. C'était une dinguerie. Hein. C'est l'après-Covid qui a été dur pour tous les youtubeurs. Parce que même aujourd'hui, hein, vous regardez les youtubeurs cinéma, la plupart font beaucoup moins de vues qu'avant. Même les grands, genre les Reg qui pouvaient faire 100-150 000 vues par vidéo à une époque, aujourd'hui, il en fait beaucoup moins. Clapman, ça arrive qu'il dépasse plus 10 000 vues par vidéo de temps en temps. T'as des Dirty Tommy, même, lui, ça dépend des sujets, mais ça fait un peu moins. Il y en a qui percent aussi et qui explosent aujourd'hui, qu'on connaissait pas avant. Mais les grands, Captain Popcorn, je pense pas qu'ils fassent autant de vues qu'à la grande époque de Game of Thrones saison 8 ou du Covid. Tu sais, on est par session. Moi, je fais partie de l'ancienne génération. Il y en a qui se maintiennent encore un peu aujourd'hui. Mais tu avais la génération, la toute première, c'est-à-dire les Anthony Pazzona, Mathieu Blaume, etc.,
T'as eu Karim Debache, t'as eu la génération d'après, In the Panda, Durandal, Fossoyeur. T'as eu la génération d'après qui était la mienne, plus voilà, hein, tout le CCU, les gars comme ça. Puis t'as les générations nouvelles d'aujourd'hui, où t'as des gars qui viennent d'arriver, ou alors qui en font depuis longtemps, mais qui ont été révélés sur le tard, mais qui eux sont la super belle génération de YouTube, style Monstre de Film ou Guillaume Cassard ou des gars comme ça, qui sortent peu de vidéos, mais c'est toujours très quali et ça fait toujours masse de vues parce que c'est juste brillant et c'est mérité total, quoi. Et eux, ils n'ont pas de baisse de vues parce que c'est juste très bien ce qu'ils font, tu vois. Pas comme tous les youtubeurs critiques ou analystes, enfin, critiques à chaud, c'est-à-dire qui sont surtout pas dans l'analyse, un peu fast-food, où à un moment donné, forcément, le contenu diminue parce que voilà, on trouve mieux ailleurs. Moi, si ça a diminué, c'était encore autre chose. C'est surtout que j'ai voulu proposer de la qualité et personne n'a suivi. Donc ça, c'est encore un autre problème. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas discutés dans l'épisode sur lesquels vous voudriez revenir pendant les 5-6 prochaines minutes avant qu'on clôture ce streaming en lien avec l'épisode 2, évidemment? Sinon, Alan Taylor, le réal des plus grands épisodes de GOT, épisodes 9-10 des saisons 1 et 2, le procès de Tyrion, Durlieu, la bataille des bâtards sera les réals de l'épisode 4 de House of the Dragon, saison 2, donc dans 2 semaines, ouais, ça j'en avais entendu parler. Ça va très 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 bien manger. L'un des trucs d'ailleurs très intéressant en général quand on parle de Game of Thrones, c'est de savoir que en général c'est souvent, alors là il n'y a que 8 épisodes, mais à l'époque de Game of Thrones c'était souvent l'épisode 9 qui était très fort. Je sais pas si vous vous en souvenez. Mais il y avait épisode 9, épisode 10, c'était souvent l'épisode 9 qui donnait des choses exceptionnelles, et l'épisode 10 préparait un peu la suite. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner là sur House of the Dragon. Mais c'était le cas aussi dans les dernières saisons, même avec un petit peu moins d'épisodes. C'était l'avant-dernier, ouais, c'est ça. Hein, c'était l'avant-dernier qui était la grande explosion. Donc l'épisode 9 et l'épisode 10 préparaient les bases du reste. Donc, quand t'arrivais à l'épisode 9, t'étais là, genre, tu sais qu'on va bien manger. Hein. Knight of the Seven Kingdoms, préquel 90 ans pour l'année prochaine. Ouais, comme disait mon Yaya, je crois que c'est mon Yaya qui disait ça, ouais. 2025, on aura l'autre série, ouais, sur le deuxième spin-off donc, de Game of Thrones. Les premières images ont leaké là d'ailleurs. Donc ouais, on risque d'avoir un épisode 4 incroyable. Mais encore une fois, l'épisode 2 là est très très fort. Un épisode de haut vol, quali comme jamais, et qui fait vraiment le boulot dans la narration, la mise en scène, l'acting, la BO, parce que je vous ai dit, les 20-25 premières minutes de Ramin Djawadi, c'est quand même assez incroyable. Et c'est largement à souligner. On va s'arrêter là, du coup, pour ce soir, messieurs, dames. On a fait quoi, là? Une grosse heure et quart, quand même, hein, de débriefing. Donc, on est dans les... on est dans les temps. Pas de live demain, sauf cas de force majeure où je me dis, allez, finalement, je me fais un petit truc. Sinon, pas de live demain. Rendez-vous mercredi pour la critique de Sans un bruit et The Bike Riders. Jeudi, The Boys. Vendredi, live musical. Samedi, Bully. Dimanche, live multijoueur de 10 heures. Nous aussi, pour la fin de semaine, là, on va très, très, très bien manger. Et on va se faire des lives de légende. Et puis après, on partira évidemment sur les lives estivaux, les lives de l'été qui eux aussi sont tout à fait borderline et intenses. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Le live sera en rediffusion évidemment. Pour ceux qui regardent la rediff, venez sur Twitch, on se marre. Et c'est beau. Le péché.